Mardi 3 mars 2020, c'est le journal du 13h sur Canal 3 Bénin. Voici les titres à développer. Le 13 mai prochain est jour d'élection au Bénin. Nous sommes déjà en pleine période électorale. Le médiateur de la République invite le peuple à la culture de la paix. C'est à travers un message que vous suivrez dans quelques instants. Raccordement gratuit aux installations de la Société nationale des eaux du Bénin pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries. C'est une nouvelle décision du gouvernement rendue publique hier. Objectif, contribuer à l'amélioration de l'environnement des affaires au Bénin. 160 candidats, dont 25 femmes, composent pour la phase écrite du concours de recrutement direct au profit de l'armée lancé par le gouvernement du président Patrice Talon. Le test s'est déroulé au Collège d'enseignement général 1 de Lokossa. Voilà pour le sommaire, bienvenue dans votre journal. Dans le cadre des élections communales prochaines, le médiateur de la République a livré un message de paix à l'endroit de la population béninoise pour une élection apaisée le 17 mai prochain. Je vous invite à suivre la substance de ce message. Chers concitoyens, les élections communales et municipales sont des consultations fondamentales. Elles constituent la base de tout processus de démocratie. Nous devons ainsi mener la campagne dans la dignité et avec responsabilité. Nous devons conduire les préparatifs dans la cohésion sociale. La convivialité doit être notre mot de ralliement. Un mot mal placé peut engendrer des mots qui, à leur tour, occasionnent des situations tragiques et inextricables. Car les présentes élections sont des élections de proximité, de voisinage, et tout cela doit nous conduire vers la fraternité qui est le premier élément du trépied de notre devise nationale. Fraternité, justice, travail. Le trépied qui fait consensus depuis les origines, qui fait consensus autour duquel nous bâtissons notre unité, même si des divergences dans la mise en œuvre et dans la mise en action peuvent surgir. C'est humain. Nous devons avoir en vue et en esprit la question de la paix et de la fraternité. Fraternité, justice, travail. Mesdames, Messieurs, l'article 3 de la loi numéro 2019-2043 du 15 novembre 2019 portant code électoral ne dispose-t-il pas que l'élection est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Pour que la liberté soit dans le choix, il est nécessaire qu'il y ait paix et qu'il y ait sérénité, qu'il y ait une démarche volontaire et responsable. Et le choix libre, est-il dit. Le médiateur de la République, selon la loi qui le fonde, autorité administrative indépendante et prise de paix et à la recherche de la concorde nationale, nous exhorte tous à prendre part massivement aux consultations du 17 mai 2020 dans la joie, dans la vigilance, pour que rien n'entrave notre détermination à construire un Bénin digne, responsable et prospère. Je vous remercie.
Dans le même registre, c'est le deuxième jour du dépôt des dossiers à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour les candidats aux élections communales et municipales. Une de nos équipes de reportage était au siège de l'institution hier. C'était encore le calme plat. Les partis se font encore désirer et la Sénat, quant à elle, a pris toutes les dispositions pour que les formalités se déroulent dans de bonnes conditions. De quelles mesures s'agit-il? La vice-présidente de la Sénat nous apporte des clarifications. Elle est au micro de Ulrich Gaba et Henri Ganti. Vous savez que c'est la coutume ici que les partis politiques attendent toujours la dernière minute. Ce sera le 11 mars, peut-être aux environs de 22 heures pour les tout premiers, jusqu'à 0 heure pour les tout derniers à venir déposer les dossiers. Donc ça ne nous étonne pas de ne pas voir grand monde ici. Peut-être qu'il y en aura un, on ne sait jamais. Ce sera l'exception qui confirme la règle, qui viendra aujourd'hui pour déposer sa déclaration de candidature, mais nous sommes convaincus que nous ne les verrons que dans la journée du 10. Et ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas mis déjà en place tout notre arsenal pour pouvoir les recevoir. À la différence de ce que nous faisions par le passé, cette fois-ci, la loi exige que les candidats soient présentés dans chacune des circonscriptions électorales, ce qui nous fait plus de 45 000 dossiers à examiner. Dans chacun des 10 dossiers, nous aurons à vérifier la complétude des pièces. Au nombre des pièces, je l'ai déjà dit, il y a 8 pièces essentielles par candidat et il y a 2 pièces principales pour le parti. Donc, il faudra vérifier la complétude de chacune de ces pièces et dans un second temps, vérifier maintenant la régularité de ces pièces-là. Donc, ça fait beaucoup de travail, ça fait une masse énorme de travail. Pour ce faire, on ne pouvait pas se satisfaire de nos cadres. On a dû faire appel à ce que nous appelons actuellement les agents à la vérification de la complétude et à l'étude des dossiers de candidature. Je l'ai dit, ils sont près de 200, ils ont été formés. Et pour le moment, nous savons que ça ne va pas être la ruée vers la Sénat, donc nous aurons juste 2 équipes qui seront en place du 2 au 11, mais à partir du 11, il y aura 16 équipes. En tout et pour tout, 16 équipes qui seront positionnées. Ils vont travailler sans désemparer 24 heures sur 24. Ce sera des périodes de 12 heures sur 12. L'équipe qui est en place travaille 12 heures d'affilée et automatiquement remplacée par une autre équipe, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on finisse d'examiner tous les dossiers. Nous attendons, tel que prévu par le ministère de l'Intérieur, 12 partis politiques. Donc, véritablement, tout est mis en place pour que le travail soit fait dans les règles de l'art, comme nous savons si bien le faire ici à la Sénat. Direction les états-majors des partis politiques à présent. Une de nos équipes de reportage est allée vivre l'ambiance qui y prévaut. Vous allez le voir, c'est la grande mobilisation dans les différents quartiers généraux. Chaque parti travaille pour apprêter les dossiers de candidature dans les meilleurs délais. Le constat est signé Séraphin Assiongon, Narcisse Alossé, Moufi Tsagouan et Elvis Tonoukouin. Communal, les états-majors des partis politiques légalement reconnus s'activent pour déposer les dossiers de candidature. Au Bloc républicain, au Mouvement populaire de libération, à l'Union progressiste, chez les forces Cori pour un Bénin émergent, comme au niveau de Noël Bénin, ils y veillent avec tout un arsenal. L'ouverture du dépôt a commencé ce lundi 2 mars à la Sénat et au niveau de chaque état-major, l'essentiel est en train d'être fait pour tenir dans le temps. De toute façon, on déposera ces dossiers à bonne date. Nous sommes en train de faire les derniers réglages. Vous savez que quand il s'agit de positionnement, il y a toujours des arbitrages à faire. C'est à cette étape que nous sommes. Mais nous nous activons pour être dans les délais et pour bien évidemment déposer nos dossiers à la Sénat conformément au calendrier. L'état-major est au grand complet. Nous sommes sortis de la crise et nous l'avons conjugué au passé. Aujourd'hui, vous avez tous les protagonistes qui sont sur la même table et de la même voie. Nous sommes en train d'établir la liste des 3630 candidats potentiels au nom de notre formation politique, la FCBE. On a affecté une équipe de 10 personnes
pour s'occuper de chaque département. Figurez-vous que nous attendons ici 3630 dossiers. Et dans chaque dossier, il doit y avoir 8 pièces. Au total, lorsque nous avons évalué, nous attendons à regarder au moins 29 040 pièces. Au niveau de l'Union progressiste et de Noël Bénin, les explications reçues montrent que les choses avancent très vite. Les dossiers sont fin prêts, sauf quelques réglages pour les valider. La Sénat a saisi les différents partis et nous sommes à pied d'œuvre depuis quelques 2-3 semaines. Nous avons globalement 3 niveaux de contrôle de nos dossiers. Il y a au niveau des communes où les candidatures ont été retenues, au niveau des départements où des arbitrages ont été effectués et au niveau national où, disons, la décision définitive est prise. Et par rapport au dossier de façon concrète, il y a donc le niveau de commune où on fait un premier contrôle des dossiers, la complétude du dossier d'abord, la conformité des pièces aux exigences de la loi. Nous sommes largement au-dessus des 3630 dossiers parce que jusqu'à la minute où je vous parle, nous sommes en train de boucler la phase de candidat à la candidature. Donc, tous les militants de Moël Bénin qui souhaitent candidater pour ces élections-là ont exprimé leur intention. Maintenant, l'étape suivante qui va nous conduire jusqu'au dépôt, c'est l'étape de sélection des candidats. Donc, voilà, les candidats sont là, c'est les meilleurs que nous allons retenir pour porter les couleurs de Moël Bénin le 17 mai prochain. Dans l'ensemble, les partis politiques ne perdent pas le temps et chacun va à son rythme pour ne pas rater le rendez-vous des communales et municipales. En politique, toujours une polémique agite l'opinion à propos de l'arrêté du ministre de l'Intérieur définissant les pièces permettant aux électeurs de justifier de leur identité au moment du vote. Voici les clarifications du président du Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée à ce sujet. Retenez déjà pour l'essentiel qu'il n'en est rien. L'arrêté porte sur la mise en œuvre pratique d'une disposition du Code électoral et contrairement à ce que l'on dit, seuls les inscrits sur la liste électorale sont concernés. Suivez plutôt. Que le Code électoral est clair. Le Code stipule dans son article 113 qu'à son entrée, je cite, à son entrée dans le poste de vote, l'électeur présente sa pièce d'identification et fait constater son inscription sur la liste électorale. Ça veut dire que d'abord, le citoyen doit être électeur, donc inscrit sur la liste électorale. Mais une fois que le citoyen est déjà sur la liste électorale le jour du vote, ce n'est pas nécessairement la carte d'électeur que le citoyen va présenter pour avoir accès au poste de vote, mais une carte d'identification. Donc le ministre n'a fait que sortir l'arrêté qui précise ce qu'on peut comprendre par carte d'identification ou les cartes qu'on peut considérer comme carte d'identification. Il a cité la carte nationale d'identité, le passeport, le permis de conduire, les cartes professionnelles pour certaines catégories, les militaires et autres. Et donc, cela veut dire que le jour du vote, si je me porte vers mon poste de vote, il suffit, une fois que je suis déjà sur la liste électorale, il suffit que je présente une de ces pièces-là qui montre clairement mon identité, que c'est telle personne qui est venue et qui est sur la liste pour que les gens puissent vérifier et s'assurer que la personne est sur la liste électorale et l'autoriser à voter. Donc c'est dans ce sens qu'il faut comprendre l'arrêté du ministre. Que si tu as la carte d'électeur, c'est bien, ça fait partie des cartes d'identification parce que ça permet de savoir que c'est telle personne qui est venue au poste de vote. Mais si tu as aussi une autre carte qui permet de t'identifier clairement, du moment où tu es déjà inscrit sur la liste, si tu as ta carte d'identité nationale, ton passeport ou ton permis de conduire,
Et là, ça permet aux gens de vérifier que c'est effectivement telle personne qui est là et que son nom est bien inscrit sur la liste électorale et tu es autorisé à voter. Je vous invite à présent à suivre les réactions de quelques acteurs politiques sur cet arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique portant les conditions d'identification des électeurs. Voici ce que ces acteurs en pensent. C'est une décision que nous accueillons favorablement et c'est une décision qui rentre en ligne de compte de tout ce que le gouvernement du président Patrice Talon fait pour rendre ces élections les plus inclusives possible. Donc voilà, vous savez, ce n'est pas que ça. Il y a eu donc la facilitation dans la délivrance des certificats de résidence, la facilitation dans les légalisations et la facilitation dans la délivrance des quitus fiscaux, etc., etc. En réalité, c'est une décision d'abord prévue par la loi. Et au niveau de la loi, cette initiative est heureuse, il faut l'avouer. Pourquoi? Dans nos villages, en effet, beaucoup de femmes, beaucoup de gens, beaucoup de cultivateurs ont égaré les cartes. Mais ils se sont fait enrôler, ils se sont fait enregistrer, ils sont sur les listes électorales. Si quelqu'un est sur la liste électorale, si quelqu'un s'est fait enrôler, il faut simplement une pièce capable de l'identifier, que c'est lui qui est sur la liste. Et je dis bravo au ministère de l'Intérieur par rapport à ce seul critère-là, de dire qu'une carte d'identité, un permis de conduire, toutes les pièces capables de faire l'identification de l'électeur sont autorisées. Ça a un vrai ouf de soulagement pour ceux qui ont perdu leur carte. Et en utilisant la formule pièce d'identification au niveau de la loi, ça permet, et je dois me réjouir de ce que le ministère de l'Intérieur a donné un contenu à la formule pièce d'identification en disant on pourrait utiliser telle pièce comme pièce d'identification. Autrement, au niveau des bureaux de vote et autres, des postes de vote et autres, les gens pourraient être amenés à dire non, c'est absolument la carte l'EPI qui est nécessaire. Vous savez, la carte l'EPI que nous avons depuis une dizaine d'années, c'est la dernière fois qu'on va l'utiliser parce que ça fait 10 ans, et ce que la loi a eu à dire aussi. Donc, il y a beaucoup qui ont eu les cartes, mais qui les ont perdues. Au lieu de perdre du temps à fabriquer de nouvelles cartes pour quelques mois ou pour une seule élection, je pense que les législateurs ont été bien inspirés de mettre pièce d'identification et le ministère de l'Intérieur a été bien inspiré de nous donner des précisions sur les documents qu'on pourrait appeler pièces d'identification. Des médias à présent avec cette séance de formation des professionnels des médias sur le code du numérique. C'était vendredi dernier à Cotonou. C'est une initiative de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Objectif, outiller les acteurs des médias pour une utilisation rationnelle et responsable des médias sociaux et des services de l'Internet. C'est un reportage de Teddy Goudalo présenté par Asionbon Kanye Asionbon. Je voudrais parler un peu de Facebook. Vous savez que... À cet atelier de formation et d'internalisation sur le code du numérique, plusieurs professionnels des médias. Ils ont reçu les rudiments nécessaires pour mieux répondre aux exigences de leur métier tel que voulu par l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Ceci à travers différentes communications sur des thèmes bien précis. Nous devons comprendre qu'il y a des règles à observer. Le journaliste qui est spécialiste doit pouvoir respecter les protocoles sacro-saints pour aller à la gestion de l'information. Les nouvelles technologies aujourd'hui et tout ce qu'il y a comme arsenal qui régit ce secteur aujourd'hui devrait nous permettre à ce que nous remettions en cause. Non pas parce que nous ne savons pas faire notre travail, mais parce que c'est l'instant qui nous l'impose. Donc, nous devons nous adapter. De cette formation, il est attendu des professionnels une utilisation rationnelle et responsable des médias sociaux et des services de l'Internet.
À cet effet, les échanges sont allés dans le sens du journalisme sur le net et la déontologie de la presse en période électorale. Et l'objectif de l'ODEM, c'est de faire un plaidoyer pour que le journaliste qui a été formé à utiliser des protocoles sacro-saints de gestion de l'information, ces journalistes n'aient pas deux casquettes. Quand on nous voit sur les tabloïds, les médias traditionnels, il faut que sur les réseaux, même si la technique d'écriture n'est pas la même, qu'on sente que celui-là qui a produit ce contenu est un journaliste. Vous avez besoin de vous démarquer. Vous avez une responsabilité sociale, surtout en cette période électorale. Vous ne devez pas tomber dans ce piège qu'est le code du numérique. Une loi qui, pour peu, malgré votre titre de journaliste, lorsque vous n'y prenez garde, peut vous priver de votre liberté. L'atelier de formation émane du projet pour l'utilisation responsable des médias sociaux que pilote l'ODEM. Il s'agit pour la fêtière de mettre dans la conscience de chaque Béninois la délicatesse du numérique en vue d'une bonne utilisation. Les professionnels des médias repartent donc bien outillés pour veiller à des productions saines dans leurs rédactions respectives. Les petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries peuvent se réjouir. Ils bénéficient désormais d'un raccordement gratuit aux installations de la Société nationale des eaux du Bénin. C'est une décision du gouvernement qui contribue à l'amélioration de l'environnement des affaires au Bénin. Plus de détails sur cette réforme à travers les explications du directeur général de la Société nationale des eaux du Bénin, Camille Dansou, au micro de Narcissa Losset et Elvis Tonoukouin. Il y a d'abord la simplification de la demande. Aujourd'hui, une PME ou PMI qui veut souscrire une demande a la possibilité simplement d'aller sur notre site internet sonep.bj pour remplir un formulaire qui est aussitôt pris en charge au niveau de nos services, de nos agences à la direction générale de la SONEP. En deuxième lieu, un deuxième point de cette réforme que nous avons opérée, c'est justement la réduction du délai d'intervention pour donner satisfaction à ces PME. Aujourd'hui, nous avons tout mis en œuvre comme dispositif au niveau de la SONEP pour pouvoir satisfaire toute demande que nous aurons enregistrée dans un délai maximum de 6 jours. Et je dis bien délai maximum de 6 jours, qui est décomposé en un jour pour enregistrer la demande et émettre un devis, qui est simplement une formalité, et 5 jours pour satisfaire, pour rendre effectif, disons, le branchement au niveau du siège de l'entreprise en question, de la PME en question. Et un troisième point de ces réformes, c'est justement la gratuité de ce branchement initial qui est désormais rendu effectif pour les PME, les PMI, en ce sens qu'un branchement ordinaire, ce que nous appelons des compteurs. Nous avons 3 types de compteurs, ou bien 2 qui sont dédiés, suivant une étude de cas qui avait été faite en amont. Il y a 2 types de compteurs qui répondent aux besoins des PME-PMU, ce que nous appelons le calibre 15 et le calibre 20. Ces 2 calibres d'ordinaire reviennent en termes de branchement à 105 000 et 110 000. Aujourd'hui, nous avons rendu cela gratuit, sauf justement la petite portion qui relève des droits de timbre et la caution sur consommation qui est de l'ordre de 12 000. Donc, en tout et pour tout, aujourd'hui, au lieu de payer 110 000, il n'y a que ces 2 petits montants, 2 400 plus 12 000, qui sont simplement à observer. Et ça, c'est parce que ce n'est pas sous le contrôle de la SONEP. Donc, tout le reste qui relève de nos prestations, équipements, fournitures, dans le sens qui sont nécessaires pour assurer le branchement de la PME-PMI en question, est désormais rendu gratuit pour les entreprises.
Dans un autre registre maintenant, un officier supérieur des douanes et droits indirects décroche son doctorat en droit public de l'université d'Abomey-Calavi. Son travail de recherche est intitulé « Réflexion sur les échanges commerciaux au sein des communautés économiques régionales ». Cas de la CEDEAO. Hippolyte Djegoun a défendu son travail face à un jury international. Retour sur les temps forts de la soutenance dans ce reportage signé Uri Gaba. Face au jury international réglementairement constitué et présidé par la première autorité de la Cour des comptes du Niger, l'impétrant est serein. Après plusieurs années de recherche, cet officier supérieur des douanes et droits indirects propose des réflexions sur les échanges commerciaux au sein des communautés économiques régionales, cas de la CEDEAO. Un thème d'actualité qui intéresse à plus d'un titre le jury. L'impétrant a abordé un sujet d'actualité, un sujet pertinent, en ce sens que le sujet traite des échanges commerciaux dans l'espace de la CEDEAO. Or, avec le processus d'intégration économique, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, ce sont des questions qui occupent l'actualité et qui occupent également le devant de nos intérêts de nos pays. Au regard donc de la pertinence de cette thèse dirigée par l'agrégé des facultés de droit Dodi Komlan Kokoroko, professeur titulaire de droit public et de sciences politiques et président de l'université de Lomé Togo, l'impétrant subira des secousses. Le jury évalue ses capacités et ses aptitudes à défendre le fruit de ses recherches. L'impétrant fait ressortir certains aspects comme l'apport des volontés politiques, la matérialisation de la réglementation des échanges, l'intégration insuffisante des États aux droits de la communauté, l'ouverture vers le marché extérieur fragilisé et l'indispensable intégration monétaire et financière. Après plusieurs heures d'échanges, le jury délibère. Le jury a décidé de vous conférer le grade de docteur en droit de l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Pour le nouveau docteur de droit public, la thèse défendue relève avant tout d'une conviction personnelle. Il insiste sur l'intégration juridique pour corriger les aléas qui s'observent dans les échanges commerciaux. Ma conviction, c'est qu'on ne peut pas construire un marché commun sans reconstruire l'intégration juridique. Il faut que le droit communautaire soit bien appliqué et appliqué de façon cohérente dans tous les pays, dans l'espace UEMOA. Et l'institution qui a un grand rôle à jouer dans la construction de cette intégration juridique, c'est la justice communautaire. Il faut que ce que je propose, c'est que les pouvoirs publics au niveau régional ou au niveau national fassent confiance à la justice pour la construction de cette intégration juridique. Tout en faisant une ouverture sur la question frontalière qui oppose le Nigeria à ses pays limitrophes, Dr Hippolyte Djegoun insiste sur la nécessité de faire désormais confiance à la justice communautaire. Mais il précise que cette justice doit être dotée de moyens politiques, juridiques et matériels pour qu'elle puisse enfin jouer convenablement son rôle de catalyseur déterminant dans le cadre de la constitution d'un marché commun. Spécial mois de mars à Care International Bénin-Togo, l'institution célèbre la femme en instituant une séance de don de sang pour la circonstance. Care International Bénin-Togo a fait appel à tous ses partenaires pour une action commune en vue de sauver des vies. Une de nos équipes de reportage était sur les lieux. On retrouve Uri Gaba. March for Women, le mois de mars dédié aux femmes. Care International Bénin-Togo donne un cachet spécial à cette consécration de la femme à travers une séance de don de sang. L'objectif de cette initiative est de célébrer la femme autrement en préservant la vie. Le don de sang, c'est une manière de dire à la population béninoise que nous sommes là, nous sommes derrière les femmes et une façon de redonner la vie aux personnes en souffrance, c'est aussi de donner le sang. Donc c'est quelque chose de symbolique pour montrer que nous sommes là. Elles sont nombreuses ces femmes
qui perdent la vie en la donnant. Care International Bénin Togo mobilise donc pour cette opération tous ses partenaires. C'est la Fédération des énergies, en signe de solidarité et de soutien à tous ceux qui agonisent dans les hôpitaux et qui ont besoin du précieux liquide vital. Nous luttons contre la pauvreté ensemble. Donc quand il y a cette occasion aussi pour être en solidarité avec les femmes, pour lutter contre les défis auxquels les femmes sont confrontées, c'est aussi l'occasion de se mettre ensemble avec les partenaires dans le même esprit de partenariat pour montrer la solidarité derrière les femmes et pour montrer aussi le fait que ensemble, c'est ensemble que nous allons réussir dans le combat contre la pauvreté, contre l'inégalité, ainsi de suite. En tout cas, c'est une très bonne chose de marquer la journée internationale de la femme par une telle activité. La leçon que nous tirons de notre participation ici, c'est que nous allons essayer de faire la même chose dans nos autres programmes, dans les autres activités que nous menons sur le terrain. Le don de sang, c'est une action salvatrice que nous devons vraiment cultiver. Care a su bien choisir cette action pour célébrer la femme, la journée internationale de la femme, et en même temps prendre en compte la vie de l'enfant. Plus de 50 poches de sang sont attendues au cours de cette collecte qui dure toute la matinée du lundi 2 mars 2020. L'équipe de transfusion sanguine est fière de l'initiative prise par les responsables de Care International Bénin Togo. C'est le lieu d'exhorter chaque citoyen à contribuer à ce précieux don pour sauver le maximum de vies. Je voudrais d'abord remercier Care pour cette initiative. Pour célébrer la femme, Care pouvait choisir plusieurs autres actions. Mais ils ont pensé au don de sang. Et ils ont fait mieux, ils ont pensé aux partenaires, à leurs partenaires traditionnels. Ils ont pensé à ce que ces partenaires-là se joignent à eux pour que l'activité soit une activité de renom. Alors, aujourd'hui, nous sommes mobilisés pour aider toutes ces personnes qui sont dans nos hôpitaux et qui ont besoin de ce liquide précieux qu'est le sang pour pouvoir être sauvés. Nous sommes donné la main, l'ANTS et Care Bénin pour pouvoir sauver toutes ces personnes. À tour de rôle, le personnel et les partenaires de Care International Bénin Togo ont subi l'épreuve de la seringue. Cette touche particulière donnée au mois de mars qui consacre la femme relance le débat sur la place de la gente féminine et son importance au cœur de la société. 8 mars, journée internationale de la femme et différentes célébrations, on en parlera tout au long de ce mois de mars. On continue ce journal avec 160 candidats, dont 25 femmes, qui ont planché samedi dans le cadre du concours de recrutement direct au profit de l'armée lancé par le gouvernement du président Patrice Talon. Le test écrit s'est déroulé au collège d'enseignement général 1 de l'Okossa dans les départements du Mono et du Koufo. Le point avec Geoffroy Messan et Florent Douf. Une nouvelle étape dans le processus de recrutement direct organisé par le gouvernement du président Patrice Talon au profit de l'armée béninoise. Elle se déroule ici, dans quelques salles de classe du collège d'enseignement général 1 de l'Okossa pour le compte des départements du Mono et du Koufo. Cette étape est celle des compositions écrites. Les candidats sont au nombre de 160, dont 25 femmes. Pour le compte de cette matinée, ils sont soumis à une épreuve de dictée et questions. Pas d'absent pour l'heure. Nous l'avions dit, ce concours est placé sous le sceau de la transparence totale. Les fils et filles des pauvres ont droit de citer aussi dans l'armée. Et le gouvernement est regardant par rapport au déroulement du processus. Des dispositions ont été prises pour que la transparence soit de mise. En témoignent toutes les réformes qui sont en cours dans l'organisation des concours dans notre pays. Donc je vous demande de faire preuve de sérieux et surtout de donner le meilleur de vous-même. Seuls les meilleurs seront retenus. Pour cette phase écrite, qui dure 24 heures, les candidats sont soumis à 3 épreuves. Outre l'épreuve de dictée et questions, il y a les épreuves de mathématiques et de civisme. Tout a bien commencé hier avec l'arrivée de la supervision
et avec les hauts gradés de l'armée même qui sont présents. Et nous avons préparé les salles comme à l'accoutumée. Les numéros sont inscrits sur les tables comme il le faut. Et nous avons 6 salles ici, avec une salle des démobilisés et 5 salles pour les jeunes volontaires pour l'armée. Il faut dire que l'organisation du concours se déroule conformément aux normes nationales fixées dans les tests pour qu'il n'y ait aucune faille dans le processus. Les directives que nous suivons pour la composition sont empruntées des directives du baccalauréat, du déroulement du baccalauréat sur l'étendue du territoire béninois. Je dois simplement dire que je suis là, représentant du chef d'état-major général des armées qui lui-même est présentement superviseur dans le département du Sud. Et le mot d'ordre ici, c'est que tout doit se dérouler correctement, que nous ayons sélectionné à la fin des jeunes dignes qui vont faire une carrière militaire dans la rigueur, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous. Pour rappel, cette phase écrite avait été précédée d'une phase sportive de sélection. La prochaine phase sera la visite médicale. Le même exercice se déroule simultanément dans 5 autres centres de composition qui sont situés dans les chefs-lieux des anciens départements. La deuxième phase du programme d'amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire PARSA, un programme de la coopération belge, a pris fin dans les 3 communes cibles du département de l'Atakora. Pour définitivement clôturer le programme, un atelier a été organisé jeudi à Matéri. Objectif, faire le bilan et échanger avec les différentes parties prenantes de la commune de Matéri sur les acquis de cette deuxième phase. C'est un reportage signé Alassane Aruna. 3 ans déjà que le programme d'amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire par sa phase 2, un programme de la coopération belge piloté par Île-de-Paix a été lancé dans 3 communes de l'Atakora, dont Matéri. À la fin du dit programme, il était normal que toutes les parties prenantes de la commune de Matéri se retrouvent autour du directeur pays de Île-de-Paix pour un partage d'expériences en vue de pérenniser les acquis du dit programme et améliorer les performances sociales, économiques et environnementales des populations cibles. Il est coutume que dans les phases d'évolution du programme, justement, qu'à la fin du programme, on puisse s'asseoir avec les producteurs pour faire un bilan, pour que les uns partagent leurs expériences avec les autres et qu'on puisse avoir une communication entre intervenants. Question de pouvoir passer la main éventuellement bénéficiaires à d'autres intervenants ou les mettre en relation avec d'autres structures qui peuvent leur apporter un plus dans la suite donc, de leurs activités familiales. Si le PARSA 2 dans son exécution est piloté par Île-de-Paix, ce sont 2 ONG nationales, en l'occurrence Bulldoze ONG et Jura Afrique Bénin, qui ont respectivement travaillé sur les volets production du maïs, maraîchage puis élevage, et sur les activités génératrices de revenus et les services financiers. Nos acquis sont sur 2 volets principalement. D'abord sur le plan administratif, c'est que l'administration s'est de plus en plus améliorée à cause des délais de livraison. Et lorsqu'on considère les techniques GIFS, Bulldoze en a appris suffisamment. Grâce à PARSA et à Île-de-Paix, aujourd'hui, la gestion financière est plus ou moins fluide. Pour les collectivités territoriales mobilisées dans les actions du programme, c'est surtout une adhésion à la stratégie de réalisation d'agriculture familiale durable qui est mise en avant du fait de sa pertinence. Sur le terrain, grâce aux différentes synergies qui ont existé, nous avons pu faire beaucoup de choses. Je voudrais vous remercier pour ça. Je voudrais également remercier Île-de-Paix ainsi que ses partenaires locaux de mise en œuvre de PARSA pour le soutien qu'ils ont accordé à la commune. Au terme du dit projet,
Ce sont plus de 2000 ménages qui ont été impactés par la promotion des systèmes alimentaires durables avec un taux d'exécution physique de 98% et 96% du taux global de consommation financière du programme. Derrière tous ces chiffres, des acquis non moins importants sont obtenus au sein des ménages. Avec la formation que le PARSA nous a initiée, ça a été vraiment merveilleux. Une visite guidée des stands où sont exposés les produits d'élevage, de maraîchage et agricole a permis aux partenaires de toucher du doigt quelques résultats obtenus. Après l'étape de Materi, la délégation du programme s'est également rendue à Boukoumbe. Au menu des échanges, dresser le bilan des acquis avec les populations bénéficiaires. C'était au cours d'un atelier de clôture qui s'est déroulé à la Maison des Jeunes de la localité. C'est un compte rendu signé Régis Hippolyte Agos. Comme en février 2017, où a eu lieu le lancement de la deuxième manche du programme d'amélioration du revenu et de la sécurité alimentaire des familles PARSA 2 ici dans la cité des Tatars, ils sont réunis dans cette même salle de la Maison des Jeunes de Boukoumbe ce 28 février 2020 pour apprécier les résultats de cette expérience mise en œuvre par l'ONG Île de Paix et qui aura impacté plusieurs dizaines de villages dans la commune de Boukoumbe. On avait toujours imaginé que chez Île de Paix, on passerait du PARSA 1 au PARSA 2 sans difficulté. On est passé d'une première phase où on appuyait des filières séparées, mais on s'est rendu compte que vous aviez besoin d'un autre type d'accompagnement au niveau de vos familles. C'est pourquoi nous avons proposé de faire une approche de gestion concertée pour essayer de vous accompagner à être une famille, une force unique qui regarde dans la même direction. Et aujourd'hui, on a vu des familles qui ont fait des témoignages intéressants. Durant 3 années, en effet, PARSA 2 a apporté son expertise à des producteurs agricoles, éleveurs, maraîchers et autres de la commune de Boukoumbe à travers financement, formation et voyages de découverte et d'échange. Aujourd'hui, ces différents bénéficiaires s'en réjouissent. PARSA 2 m'a apporté beaucoup d'acquis. Je gérais mes trucs seul, sans concerter mes enfants, sans concerter ma femme. Avec PARSA 2, il y a une gestion concertée. PARSA 2 m'a permis de ne plus faire des dépenses sur les engrais chimiques. J'ai appris la technique de faire le compost. La campagne passée, je n'ai pas acheté un sac d'engrais pour faire ma production de choses. Mes superficies de maïs ont diminué, mais le rendement a doublé. Des performances rendues possibles grâce à l'appui de 2 autres ONG telles Jura Afrique Bénin, Bibdose ONG et aussi des partenaires techniques et financiers. C'est le moment, au nom du coordonnateur national de Bibdose, de dire merci pour cette collaboration. Je pense que Île de Paix ne quitte pas Boukoumbe, c'est le PARSA 2 qui finit. Pour moi, la fin d'un projet, c'est la fin d'une petite étape. Donc ne vous inquiétez pas pour la fin d'un projet, parce que c'est le rôle d'un projet de venir, de partir. Par contre, vous êtes des acteurs durables de changement. Occasion pour le président de l'association des communes de la Takora-Donga de remercier les responsables de l'ONG Île de Paix pour cet apport dans la Takora. Je voudrais vous remercier pour votre engagement aux côtés de nos communes, aux côtés de nos bénéficiaires et souhaiter que d'ici quelques années, d'autres programmes naissent par rapport aux autres volets qui restent. Pour notre part, en tant qu'autorité communale, nous veillerons à ce que tous ces acquis soient sauvegardés et pérennisés. Et pour vraiment toucher du doigt les résultats obtenus sur le terrain, une visite des stands où sont exposés les différents produits, fruits du PARSA 2, a été faite par les participants à la fin de cette cérémonie de clôture. Et c'est la fin de ce journal. Toute l'équipe qui m'accompagne vous remercie pour votre aimable attention. L'actualité se poursuit sur Canal 3. Vous pouvez nous capter sur le canal 272 du bouquet Canal+, en free sur le décodeur Strong et sur notre plateforme numérique www.canal3télévision.com. On se retrouve demain à 13h. D'ici là, portez-vous bien.